Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre attention. À la une de ce journal, un piètre souvenir de vacances. Près de 125 000 Belges recevront un PV pour excès de vitesse en France. C'est un record estival. Détracteurs et agriculteurs se sont donné rendez-vous au Parlement de Wallonie. Ils ont animé la rentrée des députés régionaux. Détail en direct avec Rachel Crivellaro. Gros plan sur la fonction de gouverneur de province. Faut-il y voir une bonne planque? Réponse dans un instant. Les suites du scandale de tricherie chez Volkswagen. Quelles répercussions chez nous? Denis Gorteman, le directeur général de D'Ieteren Auto, l'importateur VW en Belgique, est l'invité de ce journal. Enfin, l'Orchestre national de Belgique et l'Orchestre royal de la monnaie vont devoir accorder leurs violons et à terme fusionner leurs effectifs. Éric Bever nous en dira plus. Ce sera peut-être la mauvaise surprise d'après-vacances. Près de 125 000 Belges vont recevoir une amende pour excès de vitesse en France cet été. Une moyenne de 2000 conducteurs belges flashés chaque jour sur les routes vers le soleil du Sud. C'est un record. Aline Delvoye. Sur les routes de France, les Belges ont eu le pied lourd. Cet été, 125 000 d'entre eux ont été flashés dans l'Hexagone. C'est 5 616 flashs de plus que l'année dernière. Marianne a déjà reçu plusieurs amendes pour excès de vitesse en France. Comme de nombreux automobilistes, elle a du mal à suivre les différentes adaptations de vitesse. Quand il pleut, quand il ne pleut pas, les limites pollution, les limites pour éviter les fils. Et donc en fait, il faut adapter sa vitesse plusieurs fois pour le même trajet. Et donc c'est pas forcément applicable. Le nombre de Belges flashés en France en 2 mois équivaut au nombre d'excès de vitesse des Français en Belgique sur un an. Touring, qui publie ces chiffres, l'explique en partie par les moyens mis en place par les autorités françaises. C'est principalement la technologie qui aide, la fréquence de contrôle et ces véhicules banalisés. Une grande partie des personnes de ces 5000 en plus viennent du fait que les voitures digitalisées et banalisées, on ne peut plus, même pas avec une application, les prévoir. Et il n'y a même pas de flash, donc on ne s'en rend même pas compte. Grâce à l'automatisation du transfert des données entre la France et la Belgique et la facilité de paiement sur le site français, le Belge n'échappe plus à la contravention. Oui, très très facile. C'est plus simple qu'un site d'e-commerce. Pour un dépassement de moins de 20 km/h au-dessus de la limite sur autoroute, l'amende est de 45 €. Mais les frais de rappel montent très vite. 180 € après 3 mois. Vous voilà prévus. Les agriculteurs s'invitent pour la rentrée du Parlement de Wallonie à Namur. On connaît leurs revendications sur les hausses du prix du lait et de la viande, mais cette fois, ils s'adressent directement à l'autorité régionale qui, à les entendre, les noie dans la paperasse. Michel Toussaint. Le mot d'ordre a été entendu, pas question de gêner la population. L'arrivée des quelques 250 tracteurs dans la ville n'a provoqué que très peu de soucis. À 10 h, tout le monde s'est rangé en ordre devant le Parlement wallon, car le but est avant tout de secouer parlementaires et ministres face à la charge administrative des agriculteurs. On compte qu'en moyenne, il faut 9 heures par exploitation agricole de gestion documentaire par semaine. Ça veut dire que les grandes exploitations n'ont pas cette difficulté en règle générale parce qu'elles ont du personnel qui permet de faire. Par contre, l'agriculteur qui est seul sur une petite exploitation, il va profiter d'un jour de pluie comme aujourd'hui pour faire sa gestion documentaire. C'est au détriment de sa vie de famille, c'est au détriment de ses loisirs. Moi, je dois dire au monde politique, arrêtez de nous massacrer avec des papiers. Le problème que l'on a, on ne peut plus travailler parce qu'on a tellement de réglementations administratives qu'on doit aller sur notre bureau, commencer à remplir tous nos papiers et quand tous nos papiers sont en ordre, on peut seulement commencer à travailler. L'environnement, nous on est pour, on en a besoin et c'est notre outil de travail donc on veut le préserver et on fait d'ailleurs des efforts tous les jours pour le préserver. Mais la charge administrative qui est derrière et tous les papiers qui nous font remplir pour ça, c'est vraiment excessif et ça devient de trop. Il ne faut pas vouloir laver plus blanc que blanc. On a des normes européennes, il n'y a pas besoin de faire de normes en plus wallonnes qui sont encore plus contraignantes, quoi. Un peu plus tard, les ministres wallons de l'Environnement et de l'Agriculture se sont prêtés au jeu des questions-réponses, avant de recevoir une délégation dans l'enceinte du Parlement. Je comprends que c'est pas agréable évidemment de devoir être contrôlé, de remplir beaucoup de documents, alors qu'on imagine que ça puisse être plus simple. Mais les demandes de l'Europe vont juste à l'opposé. 1 heure plus tard, tout le monde est sorti visiblement satisfait, à commencer par le président de la Fédération de l'Agriculture.
Aujourd'hui, il y a une période de transition qui est acceptée, entre guillemets, une armistice, jusque pendant la période qu'on doit améliorer les programmes informatiques. Et donc là, c'est un soulagement pour nos agriculteurs qui aujourd'hui risqueraient d'être pris en défaut par rapport à cette tracasserie administrative qui est ridicule. Tout le monde est passé ensuite au barbecue, saucisses de campagne au menu. Et Rachel Crivella-Rose suit aussi cette rentrée un peu agitée du Parlement de Wallonie. Alors Rachel, apparemment, c'est une rencontre positive entre parlementaires, ministres et agriculteurs. Oui, tout à fait, Nathalie. On peut dire que tout s'est bien terminé. Vous pouvez le voir derrière moi. Les tracteurs sont sagement alignés ici sur l'esplanade du Grognon. Et les députés wallons n'ont pas boudé l'invitation des agriculteurs. Ils sont venus ici pour le barbecue géant. Il faut dire que les agriculteurs ont d'une certaine manière obtenu satisfaction. Ils ont l'impression d'avoir été en tout cas entendus par les ministres concernés. Ministres qui ont promis de simplifier certaines démarches administratives et d'octroyer des délais à ceux qui, comme vous voyez derrière moi, ne sont peut-être pas tout à fait en ordre de paperasserie. Et parlons à présent des débats qui reprennent au cœur du Parlement. Les députés veulent plus de visibilité ? On peut dire ça, c'est une rentrée parlementaire qui est clairement marquée du sceau de la nouveauté. Désormais, ne dites plus Parlement wallon, mais Parlement de Wallonie. Autre nouveauté dans le fonctionnement du Parlement wallon, dorénavant, les citoyens pourront donner leur avis par voie électronique, par voie écrite. Et les députés, ils seront priés de prendre en compte cet avis. Autre nouveauté, les questions dites urgentes. Dorénavant, on pourra poser des questions 1 heure à l'avance au ministre. Celui-ci découvrira la nature de la question, juste une petite heure avant. Et enfin, entre autres nouveautés, la retransmission en direct des débats parlementaires par les télévisions locales de Wallonie. Bref, une grosse opération de dépoussiérage de l'image du Parlement wallon. Vous savez que certains parfois le comparent à un gros conseil communal. Bref, une opération de lifting en profondeur. Et pour cause, il faut savoir quand même que le Parlement wallon, avec cette 6e réforme de l'État, a hérité d'un gros paquet de nouvelles compétences. Merci à vous Rachel. Au niveau fédéral, Conseil des ministres restreint ce matin le budget au menu. Il faut trouver 113 millions pour l'équilibre cette année. Cela dit, les ministres n'avaient pas que des chiffres en tête. Les dernières déclarations de Bart De Wever sur les migrants et sur une adaptation de la Convention de Genève mettent parfois mal à l'aise. Laurent Rare. La nouvelle ministre du Budget arrive avec sous le bras les derniers chiffres. Mais à côté des économies à réaliser, ce sont les propos de Bart De Wever qui font réagir. Hier, le président de la NVA a déclaré que les réfugiés ne fuient pas la guerre, mais qu'ils cherchent simplement une vie meilleure. Faux pour le ministre des Affaires étrangères. Tous ceux qui sont accueillis chez nous parce qu'ils ont le droit d'asile, ce sont des gens dont on a reconnu qu'ils avaient quitté un pays en conflit et en danger. Ces propos de Bart De Wever, ça vous étonne pas ? Je ne suis plus étonné de grand-chose en Belgique, donc j'essaie surtout de travailler au sein du gouvernement. À leur arrivée, les ministres de la NVA répondent aux questions sur le budget, mais ne souhaitent pas commenter les propos du président de leur parti. Bart De Wever veut revoir la Convention de Genève qui garantit depuis 1951 les droits des personnes qui fuient les pays en guerre. Inadmissible pour le ministre de la Justice. Je suis très attaché à cette convention et il ne faut pas la modifier du tout à mon avis. En plus, c'est tout à fait irréaliste. Pourquoi ? Parce qu'on l'a conclu à 145 pays c'est un fondement de notre convivialité internationale. Donc je ne vois vraiment pas comment on peut y penser. Mais les déclarations de Bart De Wever peuvent-elles faire naître des tensions entre les membres du gouvernement fédéral ? Je pense dans la politique, des présidents de partis peuvent débattre plein de choses, mais dans le gouvernement, je pense qu'on s'occupe avec les choses qu'on peut faire dans une période gouvernementale. Et ça, c'est jusque 2019. Et je pense qu'il y a déjà assez de pain sur la planche. Les nouveaux propos du président de la NVA n'influenceraient donc pas l'entente au sein du gouvernement de Charles Michel, du moins en apparence et devant les caméras. Réaction plus directe, évidemment, du chef de l'opposition socialiste, Elio Di Rupo. Il condamne les propos de Bart De Wever et il réclame des explications du patron du gouvernement, Charles Michel, qui dirige le pays entouré de ministres de la NVA. Ce sont des propos qui flirtent avec l'extrême droite. Son objectif, c'est de capter les voix du Vlaams Belang,
mais il est membre du gouvernement. Son parti est le principal parti du gouvernement de Charles Michel. C'est un gouvernement qui est démocratique, qui nous représente, et donc c'est totalement intolérable. Charles Michel, lui, comme Premier ministre de ce gouvernement, accepte-t-il de tels propos? Est-ce que tout le gouvernement, tout d'un coup, flirte avec l'extrême droite? Je ne le pense pas, et donc il doit venir au Parlement et s'expliquer. Et il y a un instant, vous avez vu la nouvelle ministre du Budget, Sophie Wilmès. Elle succède à Hervé Jamard, qui lui-même devient gouverneur de la province de Liège. Gouverneur provincial, une fonction parfois méconnue, mais qui semble bien attirante pour les hommes politiques. Éric Destiné. Lorsque le roi visite une entreprise sur le territoire de la province de Liège, le gouverneur de la province n'est jamais loin. Représenter le roi, accueillir les hôtes, un peu comme un ambassadeur, c'est une des missions du gouverneur. Michel Forêt a exercé la fonction pendant 11 ans. Il s'apprête à passer la main. Il se souvient encore du jour où son parti lui a proposé le poste. Je vais être franc avec vous, je n'ai pas hésité une seconde. Je sortais de charge en tant que ministre, qui était une très belle fonction, je tiens à le dire. J'ai été 20 ans aussi parlementaire, tout ça est magnifique. Mais je n'ai pas hésité une seconde, alors que je ne savais pas du tout à l'époque ce que faisait un gouverneur. Signé les yeux fermés, la fonction semble attirante. Pourquoi? Son successeur Hervé Jamard lève un coin du voile. Le gouverneur n'est pas élu, il est nommé, un poste moins exposé. Je serai plus à ma place là où je me trouverai, dans la mesure où étant municipaliste dans l'âme, étant dans le concret permanent, étant en dehors peut-être parfois de la presse, j'ose le dire devant vous, des réseaux sociaux, etc. J'aime travailler dans les choses qui se construisent, dans une certaine forme de discrétion. Ça correspond peut-être plus à mon personnage. Le gouverneur doit aussi veiller à la légalité des actes posés par les autorités provinciales. Il assure également la coordination de la sécurité et du maintien de l'ordre sur son territoire, en cas de catastrophe par exemple. Un ministre a une fonction politique, il va être amené à prendre des décisions, il va avoir un emploi du temps très très chargé en fonction évidemment des dossiers dont il va s'occuper. Le gouverneur va s'occuper davantage de dossiers administratifs ou bien de choses qui touchent une surface nettement plus limitée. Donc on est dans des fonctions qui sont relativement différentes, dans des emplois du temps qui sont également différents. Et donc la rémunération aussi est nettement différente puisque un ministre gagne environ 2 fois plus qu'un gouverneur. Un gouverneur gagne environ 5 500 € net, frais forfaitaires compris, et bénéficie d'une résidence de fonction, d'une voiture et d'un cabinet. Je pense que ce n'est certainement pas dans le domaine des intérêts matériels qu'il faut trouver l'avantage d'une fonction de gouverneur. Ceux qui aiment les honneurs, bien sûr, ils en ont peut-être un peu plus que d'autres. Mais ce qui est important et à mes yeux a toujours été essentiel, c'est la notion de service. C'était la dernière visite royale pour Michel Forêt. Normalement, Hervé Jamard occupera le poste dès le 1er octobre. Le travail a repris à l'usine Caterpillar de Gosselies. Les piquets de grève ont été levés après 3 jours de blocage. Une assemblée du personnel s'est tenue ce matin pour expliquer aux travailleurs l'avancée des négociations entre direction et syndicats. Des syndicats qui réclament toujours des engagements clairs quant à l'avenir de l'entreprise. Le climat, il faut le savoir, reste tendu et de nouvelles actions ne sont pas exclues. Et puis en bref encore, sachez que le Parlement fédéral a dû être évacué ce matin. Une 50aine de personnes ont quitté leurs locaux pour se rassembler dans le parc de Bruxelles. Tout cela à cause d'une alerte à la bombe. C'est la police qui a reçu l'appel et qui a procédé aux vérifications, police militaire notamment. Une démonstration de l'équipe médicale de la Défense. Elle vient de présenter un nouvel outil pour évacuer des blessés en zone de conflit, des militaires, voire des civils qui ont besoin de soins intensifs. On voit cela depuis Melsbrook avec Kamel Azouz. Il s'agit d'une évacuation tactique proche d'une zone de combat. Grièvement blessé, un militaire souffre d'un traumatisme crânien. Il faut l'amener d'urgence vers l'hôpital le plus proche. Il est directement pris en charge dans un C-130. À son bord, une véritable unité de soins intensifs, avec du matériel de pointe, pensé et conçu pour un transfert aérien. Désormais, avec cet équipement, un patient dans un état critique peut recevoir des soins comme s'il était dans un service spécialisé d'un hôpital belge.
On a un monitoring très complet. On a un système d'oxygénation et de ventilation à la pointe. On a un système de réchauffement du patient. Et on a un brancard aussi sophistiqué qui permet différentes positions pour différents traumatismes. Tout ce qu'on peut faire en soins intensifs classiques, donc dans une unité fixe en Belgique, on peut le faire ici au sein de cet avion. Donc on a un frigo dans lequel on peut stocker du sang. Donc on peut tout à fait transfuser un patient qui a une demande en hémoglobine. Et on a tout ce qu'il faut en réalité pour bien le traiter. Le ministre de la Défense était même présent lors de cette démonstration. Tout ce matériel est 100% belge. La Défense a acquis 2 unités de soins intensifs facilement transportables, le prix 800 000 € pièce. Un investissement qui permet donc le transfert aérien d'un patient dans des conditions médicales optimales. Nous étions confrontés à un risque potentiel dans l'évolution de notre matériel de la médecine militaire et des soins intensifs en vol. Il fallait moderniser, nous avons enfin pu acquérir ce matériel maintenant. Dans le cadre d'un accident en opération, il nous faut transporter ces patients dans les meilleures conditions possibles. Nous devons tendre vers le système comparable aux soins intensifs en Belgique et nous voulions disposer de ce matériel pour pouvoir prendre en charge les patients les plus graves. Une modernisation du matériel nécessaire pour une composante médicale de l'armée, désormais à la pointe de la technologie. Grâce à cette unité de soins intensifs, le militaire est hors de danger, il est transféré vers l'hôpital le plus proche. Dans la suite de ce journal, des images du pape François qui met les pieds pour la toute première fois sur le sol des États-Unis. Des musulmans qui boycottent la fête du sacrifice, vous verrez, certains ont choisi d'envoyer de l'argent pour la fête à l'étranger. Et puis c'est dans une sandwicherie que nous avons retrouvé un des joueurs du club de Wallin. Ce joueur de Division 3 travaille avant d'affronter la D1 et Charleroi ce soir. Première visite donc aux États-Unis pour le pape François et c'est la famille Obama au grand complet qui l'a accueilli à sa descente d'avion. Le pape, venu tout droit de Cuba, en a profité pour réclamer une levée de l'embargo économique qui frappe toujours l'île communiste. Philippe Antoine. Une dernière poignée de main avec le président cubain. Un petit geste pour saluer tous ceux qui sont venus lui dire au revoir. Le pape s'est ensuite envolé vers Washington. Fidèle à son habitude, il a répondu à quelques questions dans l'avion, notamment à propos de l'embargo économique toujours appliqué par les États-Unis. Le problème de l'embargo fait partie de la négociation. C'est quelque chose de public. Les 2 présidents y ont fait allusion. Mon souhait, c'est que cela se termine par un accord qui satisfasse les 2 parties. Un accord, certainement. À son arrivée, c'est toute la famille Obama qui est présente pour l'accueillir, ce qui est plutôt rare. Le vice-président est là, lui aussi. Le pape doit rester 6 jours aux États-Unis. C'est la toute première fois qu'il s'y rend. Il sera d'abord reçu à la Maison-Blanche tout à l'heure. Et son programme prévoit aussi 2 discours. L'un à l'ONU, vendredi. Mais le chef de l'Église catholique va d'abord prendre la parole devant les élus du Congrès jeudi, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire américaine. Je suis de retour. Brève déclaration du président de la transition au Burkina Faso. Michel Kafando reprend les rênes du pouvoir 1 semaine après avoir été renversé par un coup d'État de la garde présidentielle. Et puis les images d'une des plus grandes mosquées d'Europe. Elle se situe à Moscou, 19 000 mètres carrés pour accueillir près de 10 000 personnes à l'intérieur. Elle a été inaugurée officiellement ce matin en présence du président russe, Vladimir Poutine. À ses côtés, ses homologues turcs et kazakhs, le président de l'autorité palestinienne également, Mahmoud Abbas, et le grand moufti de Russie. Et voilà qui nous amène à parler du culte musulman et de la grande fête du sacrifice. Une fête boycottée chez nous. Bon nombre de mosquées et d'institutions musulmanes n'acceptent pas l'obligation d'étourdir les moutons avant le sacrifice. Alors certains ont décidé d'utiliser l'argent de la fête autrement. Natacha Mann et Alain Dromière. Amar garde le sourire mais ne cache pas sa colère. Et pour lui, ces images appartiennent au passé. Il a décidé cette année de boycotter les abattoirs de Belgique et a donc choisi de faire le sacrifice à l'étranger. Comme la majorité des musulmans de Belgique, on a décidé de boycotter.
Et l'argent qui était consacré pour l'achat de ce mouton, on l'envoie à des associations ici en Belgique ou alors à des personnes nécessiteuses dans notre pays d'origine, soit en Turquie pour les Turcs, nous les Marocains au Maroc. En ce qui me concerne, j'ai envoyé à l'association la chaîne de l'espoir, qui aide les enfants malades à travers le monde. D'autres musulmans ont opté cette année pour le don à l'étranger. Islamic Relief est une association qui s'occupe de récolter l'argent des croyants en Belgique et qui l'envoie à l'étranger afin qu'un mouton puisse être sacrifié dans un autre pays. Pendant les 4 jours de sacrifice, les bureaux de terrain exécutent le sacrifice comme si la personne a fait ce sacrifice ici donc en Belgique. Ensuite, on fait l'identification des bénéficiaires, des gens qui sont vraiment dans le besoin, et on commence à distribuer la viande le jour de l'Eid. C'est une grande fête chez les musulmans, c'est une fête vraiment de partage. Une fête qui, cette année, pour les musulmans, n'aura pas la même saveur. Amar regrette cette interdiction, il ne la comprend pas, pire, il se sent attaqué. On se sent un peu bafoué dans notre droit de culte d'abord parce qu'on veut nous imposer la manière dont il faut sacrifier le mouton. Et puis en même temps, on se sent stigmatisé. C'est une stigmatisation de plus dans le sens où avec tout ce qu'on entend avec ce fameux État islamique et tous les autres actes terroristes, on veut nous faire passer maintenant pour des barbares sauvages assoiffés de viande. Bref, cette année, et malgré les apparences, la fête de l'Aïd aura un goût amer pour Amar. Au contraire, dans les abattoirs ordinaires... La suite du trucage des tests anti-pollution chez Volkswagen. Le grand patron allemand est sur la sellette. Il participe à la réunion du conseil de surveillance de l'entreprise. Cela se passe à Wolfsburg, dans le nord de l'Allemagne. La question du maintien de Martin Winterkorn est sur la table. Les profondes excuses présentées hier n'ont apparemment pas suffi. En tout cas, le cours du titre VW évolue de manière erratique ce mercredi. Et on l'a déjà dit, le scandale de tricherie fait tache d'huile dans le monde. Notre invité n'est autre que le directeur général de D'Ieteren Auto, l'importateur de VW en Belgique, Denis Gorteman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment avez-vous réagi en apprenant tout d'abord ces pratiques de tricherie? Avec stupéfaction et très grande surprise. Je tiens à dire qu'en ce qui concerne la maison D'Ieteren, son personnel et l'ensemble des concessionnaires du réseau, nous sommes choqués par cette situation qui ne correspond en rien à nos valeurs et à notre éthique. Choqués, surpris, et pourtant on a discuté avec des experts du secteur et eux ne se disent pas forcément étonnés. Je ne parle pas de VW en particulier, mais des pratiques en général. Alors ces pratiques ne sont conformes en rien, comme je l'ai dit, à notre éthique et notre morale. Nous sommes nous-mêmes victimes, en tant qu'importateurs indépendants ou en tant que concessionnaires, de ces malversations que nous n'avions aucune façon de pouvoir découvrir. L'importateur n'était pas dans le grand secret de la tricherie? Absolument pas, ça je peux vous le garantir haut et fort, d'aucune manière. Nous sommes nous-mêmes victimes de ce qui se passe aujourd'hui. Et en tout cas, vous essuyez les plâtres quand vous dites vous êtes victime, concrètement comment? Mais aujourd'hui, notre première préoccupation est bien sûr de pouvoir répondre aux questions de nos clients. Et là, premier message, nous avons la chance effectivement de pouvoir compter sur un parc automobile en Belgique de plus d'1 100 000 voitures. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de clients qui nous interrogent et auxquels nous devons répondre. On doit préciser que ce ne sont pas forcément que des clients qui ont des voitures estampillées Volkswagen. Il y a les Seat, il y a les Skoda également. À aujourd'hui, effectivement, nous sommes en train, avec le groupe Volkswagen, d'identifier les véhicules qui sont concernés. Cela prendra encore un certain temps, mais dès que nous aurons l'entièreté des réponses, nous prendrons personnellement contact avec chacun des clients concernés pour leur apporter la réponse adéquate. Ouais, je dois aussi rajouter les personnes qui roulent en Audi. On est certain en tout cas que ne sont concernés que ceux qui ont des véhicules au diesel. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Il s'agit ici d'un problème qui combine à la fois un certain type de moteur diesel et ce fameux logiciel malveillant. Et le groupe Volkswagen est aujourd'hui occupé à recouper les informations pour pouvoir nous transmettre les données précises des voitures qui sont concernées par ce problème. Ceux qui roulent en Porsche, autres voitures du groupe, peuvent être rassurés, eux? Porsche a communiqué? Hier soir, le Porsche a effectivement communiqué qu'aucun de ces modèles n'était concerné par ce problème. Alors je reviens aux dommages potentiels pour votre groupe, pour D'Ieteren Auto. Financièrement, vous n'êtes pas autorisé à communiquer sur les chiffres, mais il y aura des pertes financières pour vous. C'est inévitable ou non? Ou c'est d'abord une perte de confiance? La première priorité aujourd'hui pour la maison D'Ieteren et pour son réseau de concessionnaires, c'est de prendre soin de nos clients et de leur donner les réponses les plus précises sur base de ce que nous disposons aujourd'hui. Mais vous n'en avez pas des réponses précises pour l'heure? Pas pour l'heure, mais nous mettons tout en œuvre pour pouvoir les leur apporter avec le groupe Volkswagen. En ce qui concerne l'impact, je tiens aussi à souligner deux choses.
D'abord que d'aucune manière la sécurité et le comportement routier des véhicules sont concernés par ce problème. La deuxième, c'est que la nouvelle génération de moteurs diesel, Euro 6, n'est absolument pas concernée par ce problème également. Comment pouvez-vous en être certain ? Le groupe Volkswagen, au travers de son CEO, l'a confirmé hier. J'ai peine à croire, suite aux révélations qui ont été faites, que le mensonge pourrait s'étendre au-delà. Je suis donc certain que le groupe Volkswagen prend aujourd'hui toutes les mesures nécessaires pour pouvoir remédier de manière forte à ce problème. Il y a eu des excuses, en tout cas, on l'a dit, du grand patron allemand. Les excuses, ça ne suffit pas. Il y a décision, peut-être aujourd'hui. Doit-il ou non rester en place? Votre avis? Le groupe Volkswagen doit en tout cas prendre des mesures fortes, des mesures claires qui peuvent nous garantir... C'est une des missions du grand patron allemand? Ce sont des mesures fortes qui doivent en tout cas garantir que ce genre de problème ne peut plus jamais se produire, ne peut plus jamais mettre en doute la confiance de nos clients et surtout... Elle ne sera pas facile à restaurer. Elle ne sera pas facile à restaurer, mais nous allons tout faire en collaboration avec le groupe Volkswagen pour garder la confiance de nos clients qui aujourd'hui et depuis bientôt 70 ans nous donne cette confiance en Belgique. Une toute dernière question qui sera très concrète. Il y a eu l'aveu de 11 millions de véhicules concernés de par le monde. Vous nous dites que vous, dans l'importation, c'est 1 100 000 véhicules. Comment allez-vous savoir concrètement lesquels sont concernés? Il faudra vérifier châssis par châssis presque? Il faut effectivement vérifier châssis par châssis. Je tiens à préciser que le 1 100 000 véhicules auxquels je faisais référence, c'est l'ensemble des véhicules de nos marques, diesel et essence que nous avons en circulation en Belgique. Retirer les essences. En tout cas, merci Monsieur Gortemann d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Et voilà qui va aussi alimenter les discussions au salon de Francfort. Loin du scandale, je vous propose de nous intéresser aux SUV, véhicules plus hauts qui rappellent les tout-terrains et qui se sont imposés partout dans le monde. Un véhicule sur 5 est un SUV. Autant dire que toutes les marques, même les plus luxueuses, lancent leur modèle. Jean-François Noulet. Bar à champagne dans le coffre, c'est l'une des attractions du salon de Francfort. Désormais, même une voiture de luxe comme cette Bentley se décline en version utile ou plutôt en version SUV, l'acronyme anglais pour véhicules sportifs et utilitaires. Ces voitures ont la silhouette des 4x4 mais ne sont pas toujours des tout-terrains. Elles sont grandes ou plus petites, elles s'adressent à tous les types de clients. Une voiture sur 5 vendue dans le monde est un SUV. En Belgique, ce type de véhicule représentait 11% des immatriculations en 2010. C'est 20% aujourd'hui. Cette marque occupe le terrain des SUV depuis toujours. Elle profite comme les autres de l'effet SUV. Entre 2009 et 2015, on est passé de plus ou moins 300 000 unités par an à 1 200 000 véhicules. Donc c'est au niveau mondial. Et elle s'explique par la diversification de l'offre, donc plus de modèles qui arrivent sur ce segment, plus écologiques également, parce qu'on a des véhicules plus compacts, donc qui permettent effectivement d'améliorer les émissions de CO2 et d'intéresser un public qui recherche ce véhicule. Même les petites citadines comme celle-ci se déclinent en version SUV car la demande est là et toutes les marques s'y mettent. Chez ce constructeur automobile, la gamme de SUV de plus grande taille sera bientôt complétée par des véhicules plus petits. On appelle ça le crossover, ce qui est un peu le mélange entre une voiture dite normale et un SUV, souvent avec une position assise un peu plus élevée, un véhicule un peu plus haut. Et donc ça, c'est d'ailleurs la grosse croissance du SUV vient surtout de ce type de modèle-là. Les monovolumes comme celui-ci, jadis très prisés, se vendent désormais moins. Tout comme les berlines ou les breaks, l'effet de mode explique en partie le succès des SUV. Plus haut, ils donnent l'impression de dominer la circulation. Ils séduisent aussi une partie de la clientèle par leur côté plus pratique. On a aussi un fait important, c'est qu'on a une population en Belgique qui vieillit de plus en plus. Et on constate chez Febiac que plus on prend de l'âge, plus le Belge préfère monter dans une voiture plutôt que de tomber dans une voiture. C'est nettement plus confortable pour l'accès et la sortie du véhicule. Et donc c'est aussi un des facteurs qui fait que le SUV marche bien en Belgique. Les SUV n'ont aussi plus rien à voir avec les 4x4 gourmands et polluants d'autrefois. Moteur hybride, consommation plus réduite contribuent aussi au développement de ce segment du marché automobile. Ils vont devoir jouer de concert. L'Orchestre national de Belgique et l'Orchestre du Théâtre Royal de la Monnaie, tous deux installés à Bruxelles, doivent se rassembler. Éric Bever, nous vous rejoignons à Beaux-Arts. Alors cette fusion annoncée, ce n'est pas vraiment une surprise.
Mais non, l'idée était dans l'air. On se dirige donc vers une fusion entre nos deux orchestres fédéraux, celui de la Monnaie qui joue surtout de l'opéra au Théâtre Royal de la Monnaie et l'Orchestre National de Belgique, un orchestre symphonique qui joue surtout aux Beaux-Arts et un peu partout en Belgique. C'est notamment lui qui accompagne les finalistes du concours Reine Elisabeth. Alors le gouvernement fédéral avait demandé une étude à un expert international qui a dirigé un orchestre lui-même à Genève. Son rapport vient d'être publié et il préconise le rapprochement et à terme la fusion entre nos deux orchestres. Le gouvernement fédéral suivra cet avis, il l'a déjà dit. Une fusion pour 2026, mais après un processus de rapprochement de 10 ans. J'ai à mes côtés l'un des directeurs des deux orchestres, M. Joseph de Witt, qui dirige, qui est l'intendant de l'Orchestre National de Belgique. Alors ne tournons pas autour du pot. Cette fusion, le but c'est de faire des économies. Ce n'est pas le seul but à mon avis, c'est faire des économies, parce qu'il faut faire des économies, chacun doit le faire, c'est clair. Mais ce qui est intéressant dans la proposition de M. Blanchard, c'est qu'il veut mettre la priorité sur l'artistique. Et il veut un projet artistique. Un projet artistique partagé par la Monnaie, l'orchestre et par ailleurs aussi Beaux-Arts. Et donc ça c'est intéressant qu'il y a un projet. Mais un projet, le but aussi c'est peut-être de réduire du personnel. C'est combien de personnes l'Orchestre National de Belgique? En tout, chez nous, il y a quelques 85 musiciens, comme à la Monnaie. On ne va pas tous les garder. On ne va pas tous les garder, mais en effet, on sait tous que dans les 10 ans à venir, et ce n'est pas pour rien qu'on parle de 2026 dans l'avenir, il y a un bon nombre de musiciens à la Monnaie, comme ici à l'orchestre, ils vont partir à la retraite. Et donc, c'est le moment pour réfléchir sur un avenir pour tous les musiciens qui ont encore 20 ans, 30 ans devant eux pour jouer dans l'orchestre, et quels défis est-ce qu'on leur donne pour jouer de la bonne musique, parce que c'est ça qu'ils veulent. Et on a bien compris que tout le monde ne va pas pouvoir rester, évidemment. Tout le monde pourra rester qui veut rester, c'est très clair. Autre défi, vous aviez chacun, les deux orchestres avaient chacun un peu une spécialité, l'opéra pour les uns, le symphonique pour les autres. Ça veut dire que le nouvel ensemble devra faire les deux, c'est possible? C'est tout à fait possible. Il y a plein d'exemples en Europe, un peu partout, où il y a des orchestres qui font les deux. Bien sûr qu'il y aura des spécialisations, il n'y a aucune objection, mais en même temps, je sais que beaucoup de musiciens adorent un jour jouer dans la fosse de l'opéra, l'autre jour sur une scène symphonique, le troisième jour jouer dans un ensemble nettement plus réduit de la musique contemporaine, baroque ou quoi que ce soit. Bien, mais je vous remercie. Signalons quand même que dans l'autre orchestre, l'orchestre de la Monnaie, on n'a pas désiré s'exprimer aujourd'hui, mais on aura encore le temps de les entendre, puisque le mariage, vous l'avez entendu, sera célébré en 2026. Mais enfin, on peut quand même considérer que les fiançailles ont été annoncées aujourd'hui. Merci à vous, Eric. Et après la musique, le sport, avec un match de football pour le moins inhabituel ce soir dans le cadre de la Coupe de Belgique. Charleroi, en Division 1, reçoit Wallin qui évolue en Division 3. Céline Liégeois s'est rendue à Wallin. Pas simple de trouver des joueurs et pour cause, en journée, il travaille. Ce matin à Wallin, ce n'est pas encore l'effervescence. Le stade semble vide, pas d'entraînement prévu. Normal, ici les joueurs ne sont pas des professionnels. Ils étaient pour la plupart au boulot. J'ai déjà mes gants pour ce soir. Ce soir, Charles Couchy défendra son but, mais ce matin, il était derrière son comptoir. Ici, on a repris le commerce avec ma compagne, donc c'est tous les jours à 6 h debout. On rentre pour les entraînements et puis très tard à la maison après le foot. Donc aujourd'hui, on n'a pas su prendre congé, mais bon, c'est la vie et je crois qu'il faut rester comme on est d'habitude et profiter du moment présent. Même s'il est réaliste, le gardien ne part pas vaincu et il l'avoue, le stress commence à monter. On a très peu de chances de gagner, mais justement un match comme ça, nous, c'est le match de la saison. Eux, c'est un match, je veux dire, entre guillemets facile. Donc qui sait, il y aura peut-être une petite surprise ce soir, ça serait exceptionnel pour nous, quoi. Et c'est ce qui fait tout le charme de la Coupe de Belgique. Situé entre Wavre et Gembloux, Wallin est le centre géographique du pays. Les 6500 habitants sont déjà au milieu de tout et ce soir, leur club sera au centre de tous les regards. Les habitants ne boudent pas leur plaisir. C'est un grand match aujourd'hui. Rendez-vous compte d'un petit village qui va là-bas jouer à Charleroi. Ils vont peut-être être battus, mais on a quand même l'honneur d'avoir été. Vive voilà. On sera à Charleroi bien sûr, avec quelques amis, on a décidé de se mettre à 5 dans une voiture et aller les supporter. On n'a pas beaucoup l'occasion de venir les voir en championnat ici, donc là c'est vraiment l'occasion d'aller les supporter à Charleroi. Et comme le match démarre à 0-0, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. En attendant, seul dans le stade, l'entraîneur peaufine sa tactique.
J'ai encore une incertitude hier soir avec Aziz Kano qui avait un petit problème au genou. Et donc j'ai été rassuré ce matin. Donc effectivement, je suis en train de finaliser la tactique ce matin. C'est vrai que j'aurais préféré être dans les conditions de Felice Mazzu qui peut préparer ce matin encore un entraînement à 11h, qui peut avoir ses joueurs dès le matin, en tout cas après. C'est la différence entre le professionnel et le milieu amateur. Pour nous, c'est très compliqué. Effectivement, tout le monde travaille. C'est compliqué, mais c'est aussi la première fois que le club va aussi loin, alors il faudra profiter de chaque instant. C'était important pour le club, pour la commune, pour les bénévoles, pour tout un groupe qui mérite d'en arriver là. Et donc, on va essayer de profiter de tous les moments, tous les moments à vivre, en tout cas, parce que ça arrive rarement. Pour les supporters, tout est prêt. Ils seront plus de 1000 à faire le déplacement. 7 cars partiront de Wallin pour la rencontre. Et quelle que soit l'issue du match, c'est ici qu'ils reviendront tous fêter l'aventure. Et une confirmation en tennis. La finale de la Coupe Davis entre la Belgique et la Grande-Bretagne se jouera bien au Flanders Expo de Gand. Les joueurs évolueront sur terre battue. Le capitaine de la sélection belge y voilà un avantage certain. Coup d'œil sur la météo de cet après-midi. Le temps s'améliore à partir de l'ouest avec quelques éclaircies. Mais ailleurs, cela reste nuageux et gris avec des précipitations. Les températures seront comprises entre 11 et 17 degrés. Voici vos prochains rendez-vous d'information sur la 18h30, on n'est pas des pigeons. Et 19h30, rendez-vous avec François de Brigode pour le JT. Et bien sûr, toute l'actualité en continu, c'est sur notre site internet rtbf.be/info. Voilà qui referme ce journal de 13h. Merci de votre attention. Bel après-midi à vous. À demain. Ce mercredi soir sur la RTBF. Sur la 1, argent et syndicats, pourquoi tant de secrets? Et les syndicats ont-ils encore du pouvoir? Sur la 2, les maîtres de l'effort solitaire au championnat du monde de cyclisme sur route. Sur la 3, à l'heure où l'information nous submerge, certains journalistes veulent réveiller les consciences. Devoir d'enquête. Championnat du monde de cyclisme. Voisin-voisine. 1, 2 ou 3. Belle soirée sur la RTBF. À la ménopause, ma peau en demande plus. Innovation, soins cosmétiques substitutifs. Nouveau Néovadiol de Vichy. Efficacité cliniquement prouvée. La peau est redensifiée, le visage remodelé et réimprégné de jeunesse. Nouveau Néovadiol des laboratoires Vichy. Demandez conseil à votre pharmacien. Pas de pause pour la jeunesse de ma peau. Pour la toute première fois chez Dove, le soin dermatologique et l'univers spa sont réunis. Découvrez Dove Dermaspa, une ligne de soins du corps révolutionnaire, aussi bien nourrissante que relaxante. Offrez à votre peau le meilleur des deux mondes avec le nouveau Dove Dermaspa. Ralenti par les douleurs courantes? Essayez Nurofen 400. Chaque comprimé vous apporte 2 fois plus d'ingrédients actifs qu'un Nurofen 200 pour un soulagement efficace ciblé des douleurs aiguës courantes. Nurofen 400, soulagement ciblé de la douleur. Essayez-le et sentez la différence. Hé, votre copine c'est Miss Brown? Ouais, la responsable en chef du chocolat, on sait. J'adore son chocolat. Bon, bah moi j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Chez le coiffeur? Mais on n'a pas de monnaie pour le taxi. C'est pas grave, on va trouver un arrangement. Oh oh. M&M's, tout le monde les aime. Les chaussures dont je rêvais. Mon parfum préféré. Un nouveau bijou. Une tablette. Et tout pour mes loisirs. 140 enseignes pour toute la famille. Westplan Shopping. Mon shopping, si proche. Pure FM et Classique 21 présente Muse. Drones World Tour. le samedi 12 mars au Palais 12, Brussels Expo. Muse in the round. Ticket via livenation.be. Prête pour les vacances? Wow, c'est fou ce que t'as perdu comme poids. C'est grâce à XLS Medical, il te permet de perdre jusqu'à 3 fois plus de poids. J'arriverai jamais à faire comme toi. Prends le nouveau Max Strength, il réduit l'apport calorique provenant de tous les principaux nutriments. Donc tu perds du poids plus vite. Nouveau Max Strength, jusqu'à 33% plus efficace.
Grand Optical vous propose les plus belles collections de montures optiques et solaires. Ayez l'ultra choix.